Par ailleurs, le président de la Turquie discute de la guerre en Ukraine avec le secrétaire général de l'OTAN. L'ancien président de Taïwan demande aux États-Unis de donner la préférence à l'Ukraine plutôt qu'à Taïwan en matière de fourniture d'armes. Le ministre allemand de la Défense a souligné que la guerre de la Russie en Ukraine n'est plus une guerre régionale et a déclaré que Berlin devrait investir davantage dans la production d'armes. Ce sont autant de signes d'un tournant politique clair que l'Occident collectif est en train de vivre. Les 8 prochaines semaines seront les plus difficiles de l'histoire de l'Ukraine depuis 1991. Andriy Melnik, l'actuel ambassadeur de l'Ukraine au Brésil, a fait part de ses sentiments. Et les renseignements du correspondant de TSN Tijnia, Andriy Orliak, peuvent en être la preuve. Sur les événements prévisibles et totalement inattendus qui se déroulent pendant la période d'interrègne de notre principal partenaire, les États-Unis d'Amérique. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et voilà que cela se reproduit. Des manifestants polonais ont commencé à bloquer le poste de contrôle de Medyka Shehynia. Les agriculteurs protestent pour 2 raisons. Le non-respect de l'obligation de maintenir la taxe agricole au niveau de 2023 et les inquiétudes suscitées par la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union économique d'Amérique du Sud. Inutile de chercher une réponse à la question de savoir ce que l'Ukraine a à voir là-dedans, car elle semble inexistante. Dans le même temps, le Premier ministre polonais, M. Tusk, a déclaré que son pays ne signerait pas d'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, ce qui n'a pas empêché les agriculteurs d'organiser un blocus, comme annoncé, pendant 48 heures, et de former une file de camions d'1 kilomètre de long avant le samedi après-midi. Les agriculteurs déclarent que si aucun accord n'est conclu, ils ont l'intention de protester sans relâche jusqu'à la fin de l'année, 24 heures sur 24. Le problème, c'est que les Polonais sont en pleine campagne présidentielle. Et les agriculteurs représentent un électorat très important. Donc, on dirait qu'ils prennent en otage celui qu'ils veulent. D'ailleurs, à l'une des raisons déclarées du proteste, c'est-à-dire aux pays d'Amérique du Sud, nous y reviendrons. Plus précisément au Brésil, car là aussi c'était étrange. Le sommet du G20, qui a eu lieu cette semaine à Rio de Janeiro, où l'on a parlé de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Pendant ce temps, l'attention des pays baltes cette semaine n'était pas tant portée sur les navires avec des produits agricoles latino-américains, mais plutôt sur un navire spécifique battant pavillon chinois. Le câble maritime entre la Finlande et l'Allemagne est coupé. Le câble sous-marin entre la Lituanie et la Suède est endommagé. Selon le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, il s'agit probablement d'un sabotage. Il s'agit de pertes économiques et d'une menace pour la sécurité nationale. Les câbles optiques sous-marins transnationaux sont depuis longtemps comme les neurones du cerveau humain. Tout dommage a des conséquences directes, en l'occurrence pour les pays. L'alarme est donc immédiate. Le suspect du sabotage présumé a été trouvé presque immédiatement un navire chinois qui, selon les médias, naviguait de la Russie vers l'Égypte et était commandé par un Russe. Mais les choses pourraient évidemment dégénérer, selon les médias finlandais. Un navire de guerre russe opérant en Méditerranée se trouve dans le même détroit où un navire chinois soupçonné d'avoir endommagé un câble est sous la surveillance des autorités danoises. Quel crime, si c'en est un, cela n'a pas encore été prouvé, mais il semble que cela sera clairement mentionné lors de la prochaine réunion à laquelle l'Ukraine est invitée. Cette semaine, en Suède, un format exceptionnel. Les pays scandinaves, plus les pays baltes, plus la Pologne. L'événement doit avoir une position unie sur le soutien à l'Ukraine et la sécurité commune. Les représentants des pays du G20 étaient censés parler d'un sujet similaire, à savoir le soutien à l'Ukraine et la sécurité commune, lors du sommet qui s'est tenu au Brésil cette semaine, mais il semble que les dirigeants aient discuté de tout ce qui était important avant le sommet ou à huis clos. À la veille du G20, le président américain Biden avait déjà rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping, notamment pour parler de l'Ukraine et de l'escalade russe impliquant l'armée de la Corée du Nord. Nous en connaissons les conséquences. Enfin, les États-Unis autorisent les frappes à longue portée. Il n'y a rien eu de tel à Rio et il semble qu'il ne puisse pas y en avoir. L'hôte de l'événement, le président du Brésil, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cela se produise. Les délégués européens au sommet du G20 au Brésil n'étaient pas satisfaits de la décision du président Luiz Inácio Lula da Silva de mettre fin aux discussions et de publier la déclaration finale du groupe un jour plus tôt que prévu pour mettre fin au débat houleux sur la guerre en Ukraine, selon certaines sources. Le chancelier allemand Olaf Scholz a regretté que le G20 n'ait pas souligné la responsabilité de la Russie dans le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Cela montre clairement que Xi Jinping essaie de tirer le meilleur parti du temps pendant que Biden est encore un peu président et que Trump est encore un peu non président. Cela ne signifie pas que le facteur du chef de Chine a réussi à faire basculer le leadership de l'Occident dans le Sud global. Mais il a toujours 2 mois d'avance. Ce n'est pas la première fois que le Russe Vladimir Poutine ne figure pas parmi les dirigeants du G20. Et bien que Poutine ait été invité par les Brésiliens, qui avaient même promis de ne pas l'arrêter, il a peur. Il a envoyé Lavrov, car le mandat du tribunal criminel s'est avéré pas si inoffensif. Pendant ce temps, à Mar-a-Lago, la propriété de Trump, celui-ci a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. L'accent reste mis sur l'Ukraine. La principale tâche du nouveau président élu est maintenant de créer sa propre équipe. Selon les agences mondiales, il y aura un poste de représentant spécial pour la guerre russo-ukrainienne. Il est fort probable que ce pourrait être l'ancien directeur du renseignement de Trump. Quant à l'actuel président Biden, il surmonte les dernières lignes de Poutine. La Maison-Blanche a déjà levé l'interdiction d'exporter des mines antipersonnelles en Ukraine. Il est également possible que Washington annule bientôt une dette de près de 5 milliards de dollars envers Kiev, et il semble même que, dans le bureau ovale, ils ne savent pas encore exactement à quoi s'attendre de son propriétaire au cours des 2 prochains mois. Andriy Orliak, TSN, Semaine, 1+1. Et à la fin de la semaine, Joe Biden a encore frappé. Alors que la Russie traverse une tempête financière, il a annoncé de nouvelles sanctions. Il y a 50 banques russes dans ce liste, et surtout Gazprom Bank. C'était le principal canal de paiement pour les vecteurs énergétiques. Selon les États-Unis, la Russie a utilisé cette banque pour acheter du matériel militaire pour la guerre en Ukraine et payer les salaires des soldats de l'armée meurtrière. Et déjà hier, les cartes de Gazprom Bank ont cessé d'être acceptées par les banques de Turquie, des Émirats arabes unis, de Thaïlande et même de Hongrie. Et aujourd'hui, la Chine a rejoint ce blocus. Eh bien, Monsieur Joe, mieux vaut tard que jamais. Et merci beaucoup pour le fait que le même décret prévoit des sanctions pour ceux qui ont planifié des solutions de contournement pour l'argent de la Russie.